La crise sociale, ajoutée à la catastrophe écologique, nous oblige à repenser entièrement l'idée que l'on se fait du futur, quels que soient les risques de déstabilisation des certitudes établies. L'idée de progrès, dont le volet technique puis technologique l'emporta sur le volet humain, devra prendre le chemin inverse de celui qui a triomphé au cours des 2 derniers siècles, sachant que le véritable progrès devra passer en tout premier lieu par la reconstitution de la nature dévastée et la reconstruction plus égalitaire d'un corps social malmené. Le réveil de l'utopie, Michel Riot-Sarcey, Jean-Louis Laville. Michel Riot-Sarcey, bonjour. Bonjour. Bonjour et merci de nous accorder ce moment depuis Paris. Nous sommes là à Mexico, dans le cadre de notre émission Un auteur, un livre, un débat, Hétérotopie, pour parler de votre dernier livre paru, Le réveil de l'utopie, que vous avez écrit, je le disais, avec Jean-Louis Laville, ouvrage dont je viens de citer là en introduction un extrait quasiment prémonitoire, je dirais, et malheureusement prémonitoire, puisqu'il a été publié quelques mois avant l'explosion de la pandémie de Covid-19 et la prolifération des doutes que cette épidémie a généré dans bien des esprits quant au caractère durable de notre mode de développement et de nos modes de gouvernement. C'est un ouvrage dont nous allons parler aujourd'hui. C'est un livre d'analyse politique, un livre d'intervention, je dirais, qui examine la conjoncture actuelle, mais qui s'inscrit, et ça c'est important de le dire, puisque notre entretien va s'articuler autour de ça, qui s'inscrit dans un travail de recherche de long cours sur l'histoire sociale de la France contemporaine. Car vous êtes historienne, je vous présente brièvement à nos internautes, vous êtes professeur d'histoire contemporaine, vous avez été pendant de nombreuses années professeur d'histoire contemporaine et d'histoire du genre à l'Université de Paris 8. Vous êtes l'auteur de nombreux livres sur l'utopie, le genre, la démocratie, l'histoire des révolutions, l'histoire des femmes. Vous êtes aussi une spécialiste de Walter Benjamin. On verra aussi que ça s'articule à votre réflexion théorique. Militante féministe, historienne impliquée dans la vie de la cité, vous avez développé une réflexion originale sur le genre, le rôle de l'utopie dans l'histoire et la participation des femmes à la construction d'une proposition que j'appellerais peut-être d'égalité et de liberté. De votre riche bibliographie, je me limiterai à citer quelques ouvrages. Le réel de l'utopie, on reviendra sur ce livre, La démocratie à l'épreuve des femmes, Histoire du féminisme, ou encore Le procès de la liberté, qui a pour sous-titre Une histoire souterraine du XIXe siècle en France, on y reviendra aussi. Et vous avez dirigé le Dictionnaire des utopies et publié avec l'historien Maurizio Garibaldi, 1848, La Révolution oubliée. Et là, vous venez donc, ça sera l'objet de ma première question, vous venez donc de publier ce texte fort avec Jean-Louis Laville, Le réveil de l'utopie, un texte sur le moment historique que nous vivons, une sorte de manifeste qui s'interroge sur le sens des mobilisations émancipatrices et des mouvements de révolte contre le néolibéralisme. Mais ce manifeste politique, et c'est là que c'est intéressant et c'est important pour moi, et je pense pour beaucoup d'autres auditeurs, internautes, ce manifeste politique est fondé en théorie, car votre engagement militant s'inscrit depuis toujours dans un parcours d'historienne et il s'y alimente. Tout comme, inversement, vos recherches historiques nourrissent en retour le regard que vous portez sur les mouvements sociaux d'émancipation actuels. Cet essai s'inscrit donc dans la continuité d'un travail et d'une réflexion historique sur les voix des sans-voix, sur les manières de faire et de dire la démocratie, sur l'égalité, sur la liberté. Mais il y a plus, car il prend sens dans le cadre d'une proposition historiographique originale qui consiste à prendre en compte les historicités, ce que vous appelez les historicités occultées, oubliées. Bref, et ça j'insiste là-dessus, c'est un texte d'analyse politique sur le politique qui s'enracine dans une volonté d'écrire une histoire que vous nommez souterraine. Il renvoie une méthode qui vise à rendre compte de l'historicité par le bas, à ouvrir le champ des possibles, et là on rentre dans le thème de l'utopie, et qui engage une manière discontinuiste, en fait, non finaliste d'écrire l'histoire, paraphrasant l'historien Patrick Boucheron, je ne sais pas si vous partagerez avec moi ce parallèle, au moins sur ce point, on pourrait dire que votre œuvre tout entière vise à inquiéter nos certitudes. Alors, pour commencer, et après cette longue introduction, mais je pense que c'était nécessaire parce que vous avez une œuvre riche et dense, bien que extrêmement lisible, et ça je pense que c'est très important, elle se lit très bien. J'aimerais que vous nous disiez comment vous envisagez votre métier d'historienne,
que vous nous disiez en quelque sorte quelques mots sur la place de votre discipline dans le monde actuel et que vous éclairiez en fait le rapport de votre discipline, votre rapport aux politiques. Merci pour cette question qui est multiple et je vais tenter d'y répondre succinctement, mais de manière la plus pertinente possible. Donc, je voudrais revenir sur les considérations préalables sur la question militante. C'est-à-dire que de plus en plus, je suis gênée par l'expression militante, parce que pour moi, ce qui se passe à l'heure actuelle montre comme une évidence la nécessité de retrouver dans le passé les raisons pour lesquelles, avec les mêmes mots, avec les mêmes idées, avec le même enthousiasme, on retrouve des demandes, des réclamations, des revendications qui n'avaient pas été satisfaites dans le passé. Et donc, ce processus qui est inscrit dans le présent, aujourd'hui, avec, et c'est la raison pour laquelle nous avons pensé juste d'élaborer ce livre sur le réveil de l'utopie, parce que, étonnamment, dans le monde entier, ou presque, il y avait des soulèvements avec les mêmes mots, les mêmes idées, la même force extraordinaire qui, dans le passé, a soulevé le monde des sans-voix. Donc, ce processus de lien entre passé et présent, quel que soit le temps à partir duquel nous pensons le contemporain, c'est-à-dire que dans toutes les périodes contemporaines, il y a ce lien entre passé et présent, au point que dans certains ouvrages, dont la référence au passé que nous avons publié aussi avec Claudia Moatti, c'est un ouvrage collectif, nous avons interrogé les raisons pour lesquelles il y avait ces soulèvements dans l'histoire. Et on a constaté, pour l'essentiel, parce que ce n'est pas toujours à ce point précis, que les soulèvements se faisaient à partir d'un manque. Et contrairement à ce qu'on imagine, ce n'était pas tourné vers l'avenir, mais c'était tourné vers le passé. Comme si la référence au passé était une obligation, était une nécessité, parce qu'on considérait que ce passé était inachevé, dans le sens que les promesses n'avaient pas été réalisées. Et donc, mon métier d'historienne consiste, comme pour bon nombre de mes confrères et consoeurs, à réfléchir sur cette étroite relation entre passé et présent, non pas pour l'éloge de l'anachronisme, bien que je sois parfaitement d'accord avec Nicole Leroux quand elle écrit cet article sur l'éloge de l'anachronisme, mais c'est simplement essayer de comprendre comment l'histoire se fait. Non pas s'écrit, mais comment elle se fabrique, comment elle intervient, comment elle surgit, comment elle meut en quelque sorte. Elle permet à la totalité d'une population de se mouvoir. Et c'est comme ça que j'ai distingué le mouvement de l'histoire du sens de l'histoire. Puisque ce qui fait l'histoire, c'est le mouvement. C'est-à-dire, c'est ce processus qui s'inscrit dans les failles d'un monde d'ordre, dans une société ordonnée, dans une société où les normes sont quelque peu déstabilisées ou défaillantes, et il y a un surgissement critique émanant d'une catégorie de la population. Et à l'issue de ce conflit, il y a effectivement une remise en ordre. Et c'est la remise en ordre qui participe à la fabrique de l'histoire, c'est-à-dire celle qui va donner sens à l'histoire, et en quelque sorte va occulter non seulement les antagonismes, les raisons de l'antagonisme, mais surtout le langage de ceux qui se sont soulevés et qui font l'histoire. Puisque la remise en ordre, elle vient après coup, c'est-à-dire elle vient après l'antagonisme, après que une couche sociale ait vaincu l'autre couche sociale. Il se trouve que c'est toujours un peu les mêmes qui font, en quelque sorte, fabriquent
c'est-à-dire qui interprète à la place de ceux qui font l'histoire, et c'est à l'issue de cette interprétation que les historiens vont travailler, et du même coup, les sources mêmes sont à interroger. La façon dont les sources sont constituées. Je ne parle même pas de l'œuvre des archivistes, On va mais revenir tout là-dessus. simplement de la façon des conservateurs, la façon dont les sources arrivent aux archives, des interprétations qui sont données, que ce soit les archives de police ou simplement la sélection qui est faite de ces archives. Et le sens profond, fondamental de l'antagonisme, l'historicité du conflit. L'historicité, qu'est-ce que c'est? C'est ce moment singulier où les antagonismes se perçoivent, où il y a une multiplicité d'interprétations qui sont accessibles à l'historien. Et donc, tout ceci n'apparaît plus dans la fabrique de l'histoire qui est donnée par les vainqueurs, en quelque sorte. Et ce processus se renouvelle constamment. On reviendra, Michel, sur ce thème-là au moment où on parlera justement non seulement du réveil de l'utopie, votre dernier livre, mais aussi le procès de la liberté qui est complètement articulé. Et on reviendra aussi sur cette remise en cause. Vous dites, ça me dérange de plus en plus cette notion de militant. En gros, c'est la remise en cause de cette dichotomie entre le savant et le politique, puisque le savant et qui Voilà. parle pour le politique, fondamentalement, il est constamment dans le politique, et c'est comme ça qu'il est vraiment savant. Mais on va revenir là-dessus, sur la valeur heuristique de l'utopie. Et pour pas encore ouvrir là-dessus, et pour revenir au titre du livre, vous dites que l'utopie, c'est la chose suivante. Donc, je vais lire un peu votre définition de l'utopie, puisque ma première question sur qu'est-ce que c'est que cette utopie, c'est quoi l'utopie? Et vous nous dites, dans le réveil de l'utopie, là je vous cite, et je vous demande de m'accompagner en partant de cette base-là, de cette définition que vous donnez, l'utopie, c'est une brèche expérimentale, collective, inspirée ou non des théories critiques, édifiée par des hommes et des femmes en rupture avec la société d'ordre et qui, suivant leur vision concrète d'une démocratie, imaginent un autre monde possible. Alors, il y a beaucoup de mots, chacun des mots est important, le collectif, l'expérimental, connecté ou non à des théories critiques. Donc, qu'est-ce que c'est que l'utopie, après cette définition, si vous pouvez nous l'éclairer un petit peu? L'utopie appartient à tous et à chacune. C'est quelque chose qui va de soi d'une certaine manière. Je dirais que, plus simplement, que l'utopie est une expérience de pensée que chacun d'entre nous entretient au quotidien. Il est très, très, très courant que la personne que l'on interroge ou qui pense toute seule imagine un monde non pas idéal au sens construit du terme, mais un autre monde possible. C'est-à-dire que l'expérience de pensée, seule et collectivement, fait que les individus se trouvent dans une situation qui les insatisfait en général, projettent un idéal avec les moyens qui sont les leurs, ils peuvent disposer de théories et qu'ils s'approprient, c'est-à-dire qu'ils expérimentent dans la critique du réel et se projettent dans un autre monde possible. Un autre monde, ce n'est pas obligatoirement un autre monde très lointain, ce n'est pas simplement un autre monde utopique au mauvais sens du terme, c'est-à-dire au sens non-lieu du terme, au sens chimère du terme, au sens illusion du terme, c'est dans un ailleurs accessible, possible, si collectivement une expérience se crée, un livre en acte, comme disait un libertaire du 19e siècle, un livre en acte où on expérimente à l'échelle extrêmement réduite d'autres rapports sociaux, une autre forme de démocratie, une démocratie plus réelle, et ceci appartient à tout le monde. Donc, le fait d'être utopique comme expérience de pensée, je dirais que tout le monde le partage. Et c'est pour ça que vous nous Sauf dites, qu'il y a parmi nous des connecté ou gens. pas, connecté ou pas à des théories critiques. C'est-à-dire que là, Non, ce n'est pas obligatoirement connecté ou non aux théories critiques. Je disais récemment à un ami, jamais moi je ne me suis senti aussi près du réel que maintenant,
puisque j'ai rencontré un certain nombre de gens qui expérimentent tout simplement dans des îlots qu'on pourrait dire utopiques, d'autres diraient romantiques, d'autres diraient tout simplement des expériences démocratiques ou des expériences à la marge. J'ai rencontré des gens qui n'avaient aucune, absolument, connaissance théorique des différentes orientations qui ont été considérées comme des orientations utopiques et qui pourtant, avec une série de connaissances qu'ils pouvaient avoir ici ou là, pris ici ou là, eh bien, ils se fabriquent une orientation, ils se fabriquent une pensée, ils se fabriquent un idéal et à partir de là, imaginent une autre société. Et il y en a partout dans le monde à l'heure actuelle de plus en plus des individus qui sont insatisfaits du monde tel qu'il va, tout simplement parce que la référence à la modernité classique, tout simplement aux Lumières ou dans d'autres pays qui n'ont pas la référence, comme en Chine par exemple, on pourrait dire que les Lumières, ce n'est pas tout à fait leur référence, bien entendu, mais perçoivent que quelque chose dysfonctionne, n'est pas conforme au discours, tout simplement. En Chine, par exemple, l'expression commune, c'est quand même le Parti communiste qui dirige. Donc, communisme, il suffit qu'un ou deux puissent s'interroger sur l'origine, au sens benjaminien du terme, du mot communisme. Il y a un décalage entre ce qui est dit et la réalité qu'il constate. Donc, Michel là, Foucault. Michel, excusez-moi de vous Comment? interrompre, de ce point de vue-là, c'est une deuxième remise en cause, une deuxième rupture. La première, c'était cette dichotomie entre savant et politique. Et là, maintenant, on a une deuxième remise en cause de votre part, c'est le partage entre le savant et celui qui ne sait pas, entre le Oui, sociologue ou l'anthropologue ou oui. l'historien qui aurait une position un peu en surplomb, une espèce de privilège, un point de vue qui permettrait de dire la vérité sur le monde social, qui serait capable, lui, de réflexivité, pas de réflexion, mais de réflexivité, donc de prendre une distance par rapport à la position qu'il occupe historiquement, socialement, pour nous dire, en gros, reconstituer l'espace des points de vue. Donc c'est une critique assez forte à l'égard de la sociologie aussi bourdieusienne, qui est plus une histoire pragmatique, d'une certaine manière, qui prend en compte une sociologie de la critique, donc le point de vue des acteurs et leur capacité réflexive. Donc là, on a une deuxième rupture. J'essaye de synthétiser ça parce que c'est des points très forts de votre méthode et de votre approche, et je pense que c'est important. Donc, première rupture, la dichotomie savant-politique, hein, on l'évacue. Deuxième rupture, ce privilège du spécialiste en sciences sociales, on l'évacue aussi. Et là, j'en viens, juste pour avancer sur le titre, vous parlez de réveil de l'utopie. Donc, et on reviendra après sur ces thèmes, de toute façon, sur le féminisme. Mais alors, vous parlez de réveil de l'utopie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'utopie, elle avait disparu, elle avait été anesthésiée, elle avait été appropriée. De la même manière, et là je fais la connexion, l'articulation avec votre livre, Le procès de la liberté, cette somme de plus de 500 pages, je crois, qui est extrêmement documentée, et dont on attend la suite d'ailleurs. Qui fait en gros, qui reconstruit l'histoire de la liberté, mais comme vous le disiez, pratique à travers les mots et les actes. Et vous reprenez finalement ce terme de Leroux, le pouvoir d'agir. Donc, cette liberté, cette idée en acte et cette utopie qui était endormie, qui était anesthésiée, qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que vous parliez de réveil, en gros? Alors, ça me permet de revenir sur ce que vous avez dit à propos de rupture. Non, il ne s'agit pas vraiment de rupture, il s'agit de revenir à l'origine d'une pensée subversive, c'est-à-dire à la liberté qui, tout simplement, a fondé la modernité. Et je me suis posé la question, qui est libre, qui ne l'est pas. J'entends par origine le sens donné par Benjamin, c'est-à-dire tant qu'une idée n'est pas achevée, elle revient avec les mêmes mots et les mêmes exigences. Et donc, lorsque je fais ce lien entre la pratique, le livre en acte, et les théories, c'est tout simplement, je reviens, je dirais presque à Marx d'origine. Une théorie s'élabore à partir d'une réflexion critique fondée sur une expérience concrète.
Et donc, ce lien entre concret et théorie doit être réactivé à l'heure actuelle et pas l'inverse. Parce que nous avons vécu pendant tout le XXe siècle, la fin du XXe siècle, avec une théorie particulièrement prégnante, le structuralisme, qui a laissé croire que le texte primait sur l'expérience, que le texte primait sur la pensée du possible expérimental et donc sur l'histoire. Et du même coup, il faut revenir à des questions qui sont presque élémentaires. Moi, je me suis posé la question, qui est libre, qui ne l'est pas? Et donc, j'ai retrouvé l'origine de l'utopie, au sens fort du terme, non pas telle que, si, d'une certaine manière, à la façon de Thomas More, lorsque celui-ci a forgé ce concept dans l'ambiguïté liée à la situation qui était la sienne, puisqu'ami d'Erasme, grand lecteur de l'Éloge de la folie et grand dignitaire de l'Angleterre d'Henri VIII, il a eu cette idée extraordinairement puissante d'écrire l'Utopia, et par la ruse de l'écriture, il a laissé tout simplement au lecteur la possibilité de savoir si, dans sa critique de l'Angleterre d'Henri VIII, parce que l'Utopia est la critique de l'Angleterre d'Henri VIII, qu'est-ce qui était le non-lieu ou le bon lieu dans ce lien qu'il a imposé en quelque sorte par obligation et par nécessité. Donc, essayer de retrouver quelle était cette utopie en question, c'est-à-dire cet idéal qu'il projetait dans l'île qui avait un fleuve sans nom, etc., etc. Et j'ai retrouvé dans cette utopie de la première moitié du XIXe siècle, issue d'un possible inscrit par les Lumières et la Révolution, c'est-à-dire quelque chose qui était de l'ordre du possible. S'il y a eu une rupture pendant la Révolution, c'est que tout le monde se considérait comme libre réellement ou potentiellement. Comment expliquer, comment expliquer, alors, vous parlez de réveil, comment expliquer, elle a disparu, elle a été anesthésiée alors justement, c'est que à ce moment-là, l'utopie a été pensée possible. Les théoriciens utopiques ont écrit des doctrines et puis le mouvement, le soulèvement des gens qui n'étaient pas libres se sont appropriés à leur manière en mettant tout, en mélangeant tout en quelque sorte, mais pour la rendre crédible par rapport à leur critique du monde tel qu'il l'allait. Et du même coup, les utopies ont été considérées, les doctrines utopistes, les utopistes, ou considérées comme telles par les opposants, puisque les utopistes se disaient absolument pas utopistes mais réformateurs. Je parle des trois grands utopistes, Owen, Fourier et Saint-Simon. Ceux-ci ont été considérés comme tout simplement à l'origine des soulèvements, responsables des soulèvements. Et ce, jusqu'à Tocqueville, c'est-à-dire jusqu'à la révolution de 1848. C'est ce qu'on a appelé, c'est Leroux qui est à l'initiative de ça, le socialisme utopique. Et donc, les utopies étant responsables des soulèvements, on a construit de manière, dès les années 1840, et ça s'est magnifié en 1848, on a construit une filiation directe entre Platon, Thomas More et les utopies modernes pour les évacuer de l'histoire. Et du même coup, c'est devenu synonyme d'illusion et de chimère. Vous ajoutez à ça quelque chose de catastrophique, parce qu'au tout début du XXe siècle, vous avez la révolution russe, 1905, et puis celle d'octobre, qui a transformé le possible soviet, enfin les possibles auto-organisations des masses en dictature, véritablement, en totalitarisme. Si bien que l'utopie a été déniée doublement. Un, considéré comme responsable des insurrections, responsable du chaos, et d'autre part, identifié au totalitarisme. Raison pour laquelle l'utopie a été évacuée de l'histoire. Et ce que j'ai essayé de faire, moi, dans le réel de l'utopie, comme dans les autres livres, c'est de réinsérer l'utopie dans l'histoire. Mais en réinsérant l'utopie dans l'histoire, j'ai été, bien entendu, conduite à m'intéresser à tous ceux qui n'avaient pas la voix au chapitre,
non pas les textes, non pas les doctrines utopiques, mais tous ceux qui utilisaient les pensées du possible dans leur quotidien avec les critiques du réel et la projection vers un futur toujours non advenu. Et c'est un petit peu comme ça que le réveil de l'utopie est arrivé presque normalement, enfin, évidemment, puisque tous ces soulèvements, il fallait bien expliquer. Et je me suis rendu compte qu'il était possible à ce moment-là, peut-être, parce que ça reste encore en devenir, de faire en sorte que tous ceux qui se soulèvent aujourd'hui puissent non pas se satisfaire des interprétations qui sont collées et qui sont complètement en surplomb par rapport à leur mouvement, mais pouvaient écrire eux-mêmes leur propre histoire en laissant les sources, c'est-à-dire de leur interprétation sur leur mouvement. C'est ce que j'essaye de faire à l'heure actuelle auprès des Gilets jaunes en France, enfin de certains Gilets jaunes qui ont expérimenté une véritable démocratie dans un petit collectif. Très bien, oui, oui. Et justement, de ce point de vue-là, l'utopie, hein, parce qu'à lire vos livres, pas uniquement le réveil de l'utopie, hein, mais aussi celui sur la révolution de 1848 que vous avez écrit avec l'historien Maurizio Garibaldi, et aussi, je faisais référence au procès de la liberté, on a l'impression que l'utopie, elle n'est pas seulement émancipatrice et libératrice dans le domaine du politique, mais elle est aussi dans le domaine théorique, je dirais. Ce que je veux dire par là, et je reprends ici depuis un autre angle d'attaque, finalement, ma première question sur les rapports entre science et politique, c'est que l'utopie ne semble pas être uniquement une institution sociale nécessaire à la démocratie réelle, je dirais, et à la construction d'un monde meilleur, mais aussi un principe méthodologique qui laisse toute sa place à l'imagination sociologique. De la même manière que, comme vous le dites, ça ouvre sur des futurs possibles. Hein, on rejoint aussi là les thèses de Jérôme Bachet dans un de ses livres sur la tyrannie du présent et la possibilité d'imaginer d'autres futurs. Donc, c'est non seulement un principe politique fondamental à la construction de la démocratie, mais c'est aussi un principe méthodologique qui laisse toute sa place à l'imagination sociologique. La valeur heuristique, en gros, de l'utopie résiderait alors dans le fait qu'elle permet de rompre avec la naturalisation, qui est un des grands péchés, pas simplement des gens qui ne font pas de sociologie, d'histoire ou d'anthropologie, hein, mais même de certains de nos collègues. Donc, ça permet de rompre avec la naturalisation, avec le finalisme, et le finalisme qui fait bon ménage avec le statu quo. Bref, j'ai l'impression, et vous me direz ce que vous en pensez, moi j'ai l'impression à lire vos travaux que l'utopie apparaît chez vous comme un outil, voire comme l'outil central d'une méthode qui conduit à désessentialiser, à procéder de manière évidemment réflexive et à faire entendre la voix de ceux qui ont des voix qui ont été occultées ou silenciadas, comme on dit en espagnol, afin de ne pas reproduire le discours dominant. Bref, les historiens, sociologues, anthropologues qui seraient dépourvus d'utopie dans leur attirail et dans leur boîte à outils méthodologique, en fait, seraient susceptibles d'être victimes de reproduire les structures dominantes, le discours dominant, d'essentialiser, de naturaliser. Mais je me trompe ou pas sur cette double face politique et scientifique de l'utopie chez vous? Alors, tout simplement de manière extrêmement simple, enfin, tout simplement de manière extrêmement simple, de manière évidente, lorsque Foucault s'interroge sur les mots et les choses, la disjonction que l'on constate entre les mots et les choses. C'est ce que j'ai fait dans le procès de la liberté. Je me suis posé une question très simple: qui est libre, qui ne l'est pas? Puisque les slogans dans les démocraties partout figurent sur les monuments publics, pas simplement en France, liberté, égalité, etc., etc. Donc, ça participe des principes constitutionnels. Et la réalité est différente. À partir de ce moment, on s'interroge sur qu'est-ce que ça veut dire cette séparation immense qui peut exister entre les mots et les choses. Et on s'aperçoit que les mouvements historiques se déroulent dans cette tension entre ce qui est proclamé et ce qui est réel. Et la réflexion, elle est là. C'est-à-dire que pour accéder à la totalité de l'histoire, n'importe quel historien ne peut absolument pas se prétendre en capacité de rendre compte de tout ce qui s'est passé. On sélectionne un champ de recherche,
tout ça, un moment, une temporalité X, et on tente de réfléchir sur ce qui s'est passé à ce moment-là dans de telles conditions. Et donc, cette réflexion de tension antagonique entre la réalité des principes et la réalité concrète, c'est tout simplement cette disparité fabuleuse entre le langage qui nous en sert et la capacité d'intervention. À partir du moment où le langage est un petit peu en surplomb par rapport à une réalité différente, on s'aperçoit que les uns et les autres s'approprient à leur manière un langage qui les domine, des représentations qui les enferment et croient être libres. Je pense que l'exemple le plus explicite, c'est précisément la publicité autour d'Uber. Vous êtes libre de travailler comme vous l'entendez, alors que ça signifie l'inverse, c'est l'exploitation la plus extrême d'une certaine manière, puisqu'on contraint l'individu à s'exploiter lui-même. Donc, ce processus-là est d'une très grande importance. Et si on n'est pas vigilant en tant qu'historien, en tant que tout simplement celui ou celle qui réfléchit sur un objet, si on n'est pas vigilant, je crains, et les uns et les autres craignent, de reproduire le langage dominant. Lorsqu'aujourd'hui, ou à la fin du 19e siècle par exemple, ou tout simplement au milieu du 20e siècle, lorsqu'on parle de démocratie, nous sommes dans les pays démocratiques. Encore faut-il s'interroger de savoir qu'est-ce que la démocratie ? Donc si c'est une démocratie réelle, au sens où on l'entendait à la fin du XVIIIe siècle, même au sens où l'entendait Rousseau, ou tout simplement au sens où l'entendaient les révolutionnaires en 1848 quand ils parlaient de république démocratique et sociale. Et du même coup, il faut décrypter, il faut déstabiliser, il faut éclairer cette démocratie qui n'est qu'une démocratie représentative et comment elle a été mise en œuvre. Donc, il faut revenir à l'origine du possible démocratique pour comprendre comment le processus a été mis en œuvre et saisir la distance qui existe entre les mots et les choses. Et c'est pourquoi l'utopie est peut-être un outil pour comprendre, parce que l'utopie tient en quelque sorte en un instant un tout, à la fois une critique du réel, c'est-à-dire les liens inexistants entre les principes et la réalité, une expérience concrète dans le présent et une projection dans un autre possible, dans un autre monde, dans un ailleurs. Pourquoi je dis que la projection est nécessaire ? Parce que l'expérience, elle n'est pas simplement pragmatique, elle est fondée sur une idée, elle est fondée sur un idéal. On ne fait pas une expérience pour une expérience. On expérimente à partir d'un projet, à partir d'une idée qui dépasse le réel. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, on pourrait considérer que l'utopie, en ce sens, est un moyen à la fois d'écriture du passé et d'autre part, un lien entre passé et présent, mais à condition qu'on accepte que ce lien soit un lien discontinu et déborde le sens de l'histoire dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est toujours fondé sur des interprétations d'après-coup et qui tente de tracer une linéarité entre passé et présent, presque logique, presque évidente, mais qui met en abîme tous les antagonismes, tous les conflits qui font l'histoire. Je retrouve tout simplement ce qu'est l'histoire, dans le mouvement même de son expression. Et de ce point de vue-là, il y a une notion qui revient, ou un principe, je dirais même, qui revient et qui traverse votre travail, c'est le principe de l'universel. Et vous parlez d'universelle liberté, et là on a circulé des soviets à la Chine, à la France du 19e siècle, donc, et vous essayez évidemment de monter en généralité, mais toujours à partir des singularités, des moments, des contextes historiques, des dires et des actes des gens.
Donc cette notion d'universel, ou ce principe universel, cette universelle liberté, occupe une place de choix dans votre réflexion théorique et dans votre engagement politique. Enfin, maintenant, je ne sais plus si finalement, je pense qu'on a bien compris après cette première demi-heure que les choses sont complètement imbriquées et qu'elles ne se nuisent pas l'une à l'autre, mais bien au contraire, elles sont imbriquées. Et pourtant, aujourd'hui, on a une nouvelle tension qui est en train d'apparaître. Dans certaines études décoloniales, tout comme dans celles de certains courants post-coloniaux, du post-colonialisme, on a fortement critiqué, et ont été fortement critiquées les notions d'universel, et notamment cette quête de l'universel derrière laquelle se cacherait en fait l'impérialisme. Il existe, et là je connecte ça à vos autres travaux, à vos travaux sur le féminisme, il existe notamment un certain courant féministe décolonial qui met en pièces cette quête de l'universel. Et il existe des courants décoloniaux qui mettent désormais l'accent sur les luttes de race, par exemple, ou les luttes de femmes en tant que femmes et simplement des luttes de femmes, les luttes de ces groupes racisés ou racialisés, depuis leurs conditions de groupes racialisés, à tel point que certains ne parlent plus de lutte de classe, mais lutte de race. Et ces courants se réclament étrangement, à mon sens, d'Aimé Césaire, de Frantz Fanon, de James Baldwin, bien que ces trois penseurs de l'anticolonialisme et des droits civiques nous eussent mis en garde contre le fait de ne jamais être esclave de l'esclavage, c'est le cas de Frantz Fanon. Donc, comment vous vous situez en fait par rapport à ces approches que moi je nommerais, et je qualifierais, enfin je ne suis pas le seul, de différentialistes. Alors, ethno-différentialistes dans un cas, fémino-différentialistes dans un autre. Est-ce qu'elles représentent pour vous un atout? Est-ce que c'est un passage obligé, presque comme l'avait dit Sartre, sur le racisme de l'antiraciste, dans la dialectique d'une émancipation, ou est-ce que c'est une menace à l'émancipation politique, parce que quand on s'enferme dans la race ou dans un genre figé, il est bien difficile d'en sortir. En gros, comment vous situez par rapport à ce féminisme décolonial qui commence à prendre racine tout de même? Bien sûr. Et là, il faut le situer dans la conflictualité présente, puisqu'on vient d'avoir cet événement à Minneapolis absolument catastrophique. Et on peut comprendre, il y a eu toutes sortes d'événements antérieurs qui ont montré que le collectif critique, en tant que, c'est-à-dire en tant que catégorie minorée, en tant que catégorie oppressée, en tant que catégorie dominée, il était nécessaire d'avoir une concertation, d'avoir un collectif qui permettait justement d'argumenter avec les mêmes expériences, avec le même fondement non seulement expérimental, mais aussi réflexif, c'est-à-dire confronter nos outils pour essayer de sortir cette domination et aborder véritablement l'émancipation qui, elle aussi, a été un tout petit peu malmenée au cours des siècles. Et donc, il faut bien voir que ces moments sont nécessaires, et je l'ai constaté largement avec le féminisme, c'est-à-dire qu'à un moment, les femmes ont vu la nécessité de se réunir entre elles en tant que catégorie dominée par les hommes en général, mais aussi une catégorie d'hommes en particulier. Et donc, c'est tous ces éléments qu'il faut bien avoir en tête. Ne jamais perdre de vue cette dimension mais absolument pour moi fondamentale, qui consiste que chaque individu peut et doit se sentir en correspondance avec l'universel. C'est-à-dire que dans l'universalité, l'universelle liberté, il faut tenir compte à la fois des histoires différentes, des pensées différentes, et puis des opinions et des expériences différentes. Il n'empêche qu'il n'y a qu'une liberté véritable qui puisse être en référence pour comprendre tout ce que l'on subit, doublement, triplement, avec toutes les expériences qui sont à l'origine de l'intersectionnalité, c'est-à-dire les expériences de réflexion collective qui ont amené à cela, mais cette dimension-là, elle est fondamentale. C'est-à-dire que, surtout, ne pas figer définitivement par le concept de racisé ou de communauté ou de communautarisme, ne pas figer les catégories qui sont à ce moment-là réduites à ce qu'elles sont censées être en fonction des représentations qui les enferment. Wendy Brown avait écrit quelque chose il y a déjà très longtemps sur cette
enfin, cette chose fixée qui oblige les individus à se comporter tels qu'on se les représente. Et c'est pourquoi je suis très distante, mais en même temps intéressée par cette façon de lutter, sachant qu'il faut surtout éviter qu'elle se fige dans un communautarisme et qui oblige donc les individus à se comporter tels que les représentations les enferment. Moi, je me réfère en particulier, parce que c'est le livre que je suis en train d'écrire sur la critique des idéologies au XXe siècle, la façon dont les idéologies se sont substituées aux utopies, et je prends pour critiquer l'idéologie républicaine américaine au fondement de la République américaine, je prends comme référence Du Bois, enfin Dubois, si on prend l'expression, puisque le nom est d'origine française, Du Bois, qui dit que la race est le problème du XXe siècle. Exactement, le problème du XXe siècle est celui des races. Et donc, le problème du XXe siècle, il faut saisir le processus qui a conduit à cette domination qui perdure pour comprendre comment des événements comme Minneapolis puissent encore avoir lieu, sachant que quand même, depuis les années 1960, depuis ces moments extraordinaires de lutte pour l'émancipation, on en reste encore là. C'est-à-dire, il faut décrypter le processus de domination qui contraint en quelque sorte les individus soit à intérioriser leur infériorité, soit à révolutionner cette infériorité au point d'en faire je dirais presque un mot d'ordre qui bouleverse le monde en évacuant tout ce que le monde dominant est censé avoir fait et en évacuant en particulier l'universel. Je pense que là, l'universel a été instrumentalisé par l'idéologie dominante, mais considérablement instrumentalisé. Hegel le premier, d'une certaine manière. Et cette instrumentalisation doit être mise en perspective pour comprendre où nous en sommes. Et je reviens à ce que je disais à propos de l'utopie, revenir à l'origine du possible pour chacun d'entre nous, la liberté universelle, la liberté pour tous et chacune, doit être véritablement réappropriée par tous et chacune. C'est-à-dire que dans cette affaire, il faut bien comprendre que a été occultée à l'échelle mondiale, d'une certaine manière, l'idée même d'émancipation. On a arrêté l'émancipation à la dimension politique, c'est-à-dire au droit politique. À partir du moment où les droits politiques étaient accordés, il n'y avait plus d'émancipation. Or, l'émancipation, c'est une toute petite partie, l'émancipation politique. L'émancipation, c'est l'auto-émancipation, l'auto-organisation. Et quand on pense que dans tous les pays, cette démocratie, qui est une démocratie dite représentative, en fait, ce sont des gouvernements représentatifs qui imposent leurs règles et les normes à la grande majorité, obligatoirement, il y a toutes sortes de minorités ou de catégories doublement dominées et qui n'ont pas encore franchi le pas de l'émancipation. Pour les trois quarts de la population restent à émanciper, mais s'auto-émanciper. C'est-à-dire que la liberté, elle ne s'accorde pas, elle se prend, elle se conquiert par soi-même. Et c'est cette multiplication de domination qui se surajoute, se surimpose et s'emboîte qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a, sauf les minorités qui sont que seules les minorités sont en train de rouspéter et de revendiquer. Non, c'est une accumulation de domination qui fait que l'émancipation doit partir de la totalité des populations. Il y a encore beaucoup de thèmes qu'on aimerait aborder avec vous. Vous avez abordé justement le thème de l'auto-gouvernement, de l'auto-organisation. Donc, ça pose le problème de ce qu'on appelle aujourd'hui le populisme de droite ou populisme de gauche, terme qu'il faudrait d'ailleurs définir. Alain Rouquier parle plutôt de démocratie hégémonique. Pierre Rosan Vallon a écrit un livre sur le populisme. Enfin, il y a plein. Donc, on ne pourra pas rentrer dans ce détail. Mais une chose est certaine, c'est qu'on attend, en gros, si j'ai bien compris, le second volume de cette somme du procès de la liberté,
que vous êtes en train d'écrire. Donc, j'espère que pour une prochaine émission, on pourra se retrouver pour parler du prochain volume. Je ne sais pas si vous pouvez nous en dire 2 mots. Ben, j'essaye de montrer comment l'émancipation a été totalement évacuée de l'histoire et qui sont responsables, et notamment les idéologies, que ce soit les idéologies libérales ou les idéologies marxistes, pas au sens, je différencie marxien de marxiste, c'est-à-dire tous ceux qui ont laissé croire que l'avant-garde pouvait permettre une émancipation, et du même coup, l'émancipation a été mise de côté, a été oubliée, et comment les idéologies se surimposant aux utopies, on a évacué de l'histoire toute capacité de s'auto-émanciper, de s'auto-organiser, et du même coup, comment les démocraties aujourd'hui sont à refonder, puisque de démocratie, il n'y a eu que le mot et non pas la chose, et le processus est à repenser. Et pour repenser, il faut détricoter la façon dont les choses ont été évacuées de l'histoire, et en particulier la question de l'émancipation. Merci beaucoup, Michel Rios-Sarcé, pour la clarté de votre propos, comme d'habitude. Et je signale aux internautes que vous écrivez de manière aussi claire que vous parlez. Donc, on comprend des sujets très complexes, notamment l'approche de Walter Benjamin et d'autres choses, de manière, vous arrivez à mettre ça à portée de, je ne sais pas si tout le monde, mais je pense, avec un effort de lecture. Donc, merci infiniment. En plus, ça tombait vraiment très bien, cette émission, dans le cadre de notre émission Hétérotopie, puisqu'il s'agit de penser d'autres lieux d'auto-organisation, des lieux secrets, peut-être éphémères, pour repenser la liberté et avancer dans la construction d'une démocratie réelle. Merci infiniment et puis à très vite et bonne continuation à vous. Merci à vous.